Merci de suivre ce magazine Kiosque, le dernier numéro de la semaine, et nous avons trois invités dans ce plateau de Kiosque que j'aurai à vous présenter tout à l'heure. Mais tout d'abord, les grandes lignes de l'actualité parues dans la presse ce vendredi. L'agence congolaise de presse ACP a titré « Sommet de Bujumbura, dénonciation du massacre des 145 civils congolais dans le Massissi ». Dans le reste de l'actualité, les journaux parus ce jour dans la capitale se sont attelés sur le processus électoral avec la rénonciation par l'OIF d'auditer le fichier électoral avec cette grande question: est-ce que la commission électorale veut-il organiser les élections par défi? La réponse, vous l'aurez avec nos invités. Nous parlerons également de la marche du 13 mai prochain de l'opposition. Moïse Katumbi est déjà à Kinshasa, la capitale, quant à les objectifs ou les buts même de cette marche de l'opposition. Ils vont marcher notamment pour la vie sociale, pour les élections. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Ils sont au nombre de 3. Il y a Marc Gardidiana. Bonjour. Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs et surtout à mes co-débatteurs. Alors, vos co-débatteurs, le premier c'est Dou Jésus Bélédou. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Oui, ça va, Dieu fait grâce. Ok, alors en face de Marc Gardidiana et Dou Jésus Bélédou, Eric Kizami. Bonjour. Bonjour madame et bonjour aux téléspectateurs. Et même les auditeurs qui sont en train de nous suivre par la radio. La cravate rouge, c'est un peu comme Matata Pogno. Hein? Ah ben Matata Pogno. À chacun de nos acteurs politiques, il y a de valeurs. Il faut simplement savoir lequel de valeur de chez X ou Y. Je prends un cas. Chez nous, on a toujours cru qu'on a du temps pour bien faire, alors que le temps ne nous attend pas. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous pouvons glaner, par exemple chez Matata Pogno, le respect de leur arrivée au travail. Je crois que si chacun arrivait au travail à temps et qu'il s'y mettait vraiment à travailler, qui sait si on peut aussi bâtir ce pays par le sérieux dans le travail. Et puis, lorsqu'il était Premier ministre, ce n'est pas pour le blanchir. Il semble, et j'ai eu à faire le recoupement à gauche et à droite, que lorsqu'on lui écrivait, dans les 3 jours, on vous répondait. Ce qui n'est pas le cas forcément pour les autres qui ont été aussi au même poste. C'est des choses à encourager. Aujourd'hui, on a déploré que les fonctionnaires ont reçu leur argent en retard, etc. Sous Matata Pogno, déjà le 15, les gens étaient payés. C'est des choses à capitaliser. Je prends encore un autre exemple, parce que ça fait quand même soulever des vagues. Bukanga Lonzo. Quoi que l'on dise, un tel projet, même s'il n'a pas véritablement réussi, mais je crois que si l'on veut donner aux Congolais le pain, j'ai souvent parlé de la paix et le pain, je crois que même si lui il est parti et qu'il aurait eu des problèmes, on verra, la justice va trancher, mais ceux qui viennent après doivent quand même faire perdurer de tels projets avec l'idée de pouvoir donner aux Congolais à manger. C'est des choses à perdurer. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à Bukanga Lonzo. Ça sera à la justice de nous clarifier. Mais ceux qui continuent jusqu'aujourd'hui, par exemple, à vendre tout ce qu'il y a eu comme machine, acheté avec l'argent des contribuables des Congolais, ceux-là aussi, ils n'ont pas participé simplement au bonheur. Ils ont eux aussi participé à détruire. C'est comme ça un peu. En chacun de nos acteurs politiques ici, il y a quelque chose de bien à retirer. En fait, c'est quelque chose qui y a au-delà du détournement. Il y a quand même S'il a détourné, des points forts. Si lui, Matata Pogno, a détourné et que c'est attesté par un jugement avec à la fin ce que l'on appelle la sentence finale, l'autorité de la chose jugée, s'il a commis des bavures, il doit être inquiété. Mais s'il n'a pas commis des bavures, il doit être lavé aussi. Vous voyez? Mais chez nous, malheureusement, et ça je le dis pour nous tous, la diabolisation marche un peu bien chez nous. Voilà. Mais madame, moi je voudrais quand même placer un mot parce que c'est très important. Il est vrai que il faudrait déceler en chacun de nous les côtés positifs. Mais je crois que l'exemple choisi par mon ami et confrère, c'est vraiment un exemple très biaisé dans la mesure où on ne peut pas quitter son bureau, venir à son bureau à 5 h du matin ou à 6 h du matin et repartir à 23 h pour organiser des spectacles de Bukanga Lonzo, par exemple. C'est quoi cette finalité-là? C'est bien bon de venir tôt le matin. C'est comme si on dirait l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais ceux qui se lèvent tôt pour aller où? Il y a certains qui se lèvent tôt pour aller prendre du chanvre, pour dormir après, etc. Mais lorsqu'on vient au bureau à 5 h du matin pour repartir à 23 h, on ne peut pas laisser derrière soi un projet de près de 300 millions de dollars comme fiasco. 2014-2015, Bukanga Lonzo lancé, c'est un fiasco. En 2016, on plante du maïs, ça nous pousse une université dans le Kindu.
Voilà, moi, je n'arrive pas à le comprendre. Nous attendons, je n'entre pas dans les jeux de ping-pong de la justice, on le suit tous. Ce n'est pas en clamant devant les médias qu'on est innocent qu'on a raison. Moi, je veux qu'on ait un procès. C'est ce que je veux. Jusque-là, il n'y a pas eu procès, Boukanga Alonso. Jusqu'au moment où nous faisons cette émission. Je plaide pour qu'il y ait un procès, et à l'issue de ce procès, que Matata Ponyo soit blanchi, soit condamné. Mais lorsqu'il n'y a pas procès, on ne peut pas dire ici, tirer des très bonnes leçons de quelqu'un qui s'est réveillé tôt le matin et qui repart très tard pour organiser, entre guillemets, un détournement. Et donc, moi, je reste sur ma soif. C'est pas regardez, mais regardez d'autres projets. Non, les Congolais doivent savoir. Où le procès apparemment il est rejeté par... Mais justement, c'est un jeu de ping-pong que nous assistons à la justice. Tout ce que je demande à la justice, c'est finalement qu'il y ait un procès et qu'à l'issue de ce procès, qu'il y ait des responsabilités. S'il doit être inculpé, qu'il soit inculpé. S'il est innocent, qu'il soit innocenté. Mais on assiste par contre à une justice qui nous dit il n'est pas justiciable devant tel cour ou tel autre cour. Mais finalement, les Congolais demeurent sur leur soif. Les 300 millions de dollars volatilisés. On nous a parlé d'un projet où il n'y a pas eu appel d'offres, une société à peine créée qui bénéficie d'un marché de plus de 300 millions de dollars, etc. Et lorsque vous grattez sur sa gestion, on vous dit par exemple sur les projets réhabilitation PRIS, il fallait construire 1000 écoles. Moi j'ai fait les Congo profonds, je viens de Mbandaka profond, j'ai fait Bikoro, je viens du Kasaï, j'ai fait Dimbelenge, Demba, j'ai fait les Congo profonds. Vous n'allez voir aucune école, on vous dit que cela a été construit ou réhabilité sur base du projet PRIS. Ça, ce sont des vestiges que nous trouvons dans sa gestion. Et il n'y a pas à s'enorgueillir de tout ceci. Lorsque vous voyez par exemple des grands projets comme ça, comme l'immeuble intelligent aujourd'hui, on nous dit que ça sonne de partout. L'ascenseur ne marche plus. Quand il pleut, ça sonne de partout. L'immeuble intelligent, entre guillemets. Mais on vous dit que ce sont des projets qui ont coûté des millions et des millions à la République démocratique du Congo. Et lorsque vous vous interrogez sur le décaissement des fonds publics, ça a été des questions en urgence. Aucun projet n'est passé par les parlements. Parce qu'on était les tout-puissants. Il y a quand même des choses à redire autour de ça. Il faut qu'il y ait un procès. Je ne suis pas contre la personne de Matata, mais je suis du côté de ces 100 millions de Congolais qui s'interrogent sur la destination de près de 300 millions de dollars volatilisés par quelqu'un justement que mon ami prend comme modèle, qui venait à 5 h du matin au bureau pour repartir à 21 h, soit Madame, pour organiser... s'il vous plaît, Madame Souffrez que je dise un mot, s'il vous plaît. Ici, nous sommes devant notre population, au nombre de quels on trouve nos parents, nos aînés, même nos enfants. Ici, il s'agit juste de relever, je l'ai dit, quelque chose qui serait un point qui passe pour être une valeur. Arriver à l'heure au travail, c'est cela que je dis être une valeur. Je ne suis pas contre le procès. Et j'ai même dit que la justice devra attester si réellement il a volé ou non. Mais quant à ce, il faudrait une procédure. Je ne suis pas en train de vanter Matata comme Saint-Père. Non, 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 je ne le dis pas. Je dis que s'il faut donner une valeur à mon enfant, je le dis, Angelo, il faut que tu arrives à l'école, qui est ton travail, à l'heure. Je m'arrête là. Et il faut travailler. S'il vous plaît. Il faut travailler pour réussir à la fin. Le monsieur qui a fait RAM, par exemple, les Congolais ont voulu savoir où est-ce que l'argent de RAM allait, qui en a profité, etc., etc. Y a-t-il eu un procès? Et ça doit être globalisant. Chez nous, et je l'ai souvent répété ici, que le plus grand de chantier, c'est l'État. Il faudrait que vous et moi participions à la construction de cet État. Que chacun de nous soit un peu apeuré à pouvoir poser des actes qui vont nous conduire à des malversations financières. Prendre 300 millions de dollars, comme tu le dis là, c'est beaucoup trop. Et ça mérite d'être clarifié. Mais ce n'est pas notre travail à nous ici. Nous, on s'arrête à dire, chers enfants, chers amis, vous qui nous suivez à la maison, venez à l'heure au travail. Et quand vous y êtes, travaillez véritablement. Ici, sur ce plateau, on a eu plusieurs fois à nous convoquer pour venir à l'émission, et que l'ami n'est pas là, les co-débatteurs n'étant pas là, madame étant devant la contrainte d'arroser la population, on commence l'émission. Est-ce une valeur que de venir en retard? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. La responsabilité. Vous savez, lorsqu'on gère la Respublica, on est contraint à un devoir de redevabilité. Il faudrait pas. Absolument, je suis d'accord avec toi. Je termine par là. C'est une parenthèse. En une minute, c'est juste la cravate. Je ne vantais que le fait de venir à l'heure au travail, pas autre chose. Le travail du journaliste, c'est comme le travail du journaliste, c'est comme vous le dites, ce n'est pas d'apprécier qui est venu tôt le matin ou repartir tard. Le travail du journaliste, c'est de rappeler aussi aux puissants, à nos risques et périls,
qui sont contraires à ce devoir de D'accord. responsabilité. Et d'ailleurs, D'accord, le journal de 7 heures, tu n'arrives pas à 8 heures parce que le téléspectateur attend. Émile, s'il vous plaît. Un éminent journaliste, Ah, lorsqu'il disait « je dénonce », il écrivait une lettre au roi pour parler d'une injustice, c'était un journaliste. Quand il disait « j'accuse », c'est ça le travail du D'accord journaliste. avec toi. S'il vous plaît, je termine. Et Eric, donc, termine et on va passer est-ce à que autre vous chose, savez franchement. l'objectif du projet Bukanga Alonso? Nous sommes un pays qui, sur les statistiques mondiales, sur le plan alimentaire, nous tirons la queue. L'objectif était justement de desservir Kinshasa, le Grand Bandundu, le Bas-Congo, en aliments de première nécessité. J'ai dit de tels Mais projets non, doivent être c'est très important, s'il vous On va plaît. passer à autre C'est chose. très important. On passe- Mais lorsque rien n'est fait, cher ami, il est vrai, on encourage son enfant à se lever tôt pour aller à l'école, mais pas pour aller faire l'école buissonnière. Je suis désolé. Il faut qu'il y ait un résultat. Il faut qu'il y ait un résultat. Je suis à ce niveau-là. Votre exemple est malheureusement inachevé. Il faut aller jusqu'au bout. Et je suis jusqu'au boutiste pour dire, on se lève tôt le matin, pas pour aller faire l'école buissonnière, pas pour organiser, entre guillemets, des scandales, des détournements, parce qu'il y a un rapport. Je peux m'appuyer sur les rapports des DGF. Je peux m'appuyer sur les rapports d'Ernest Young, des grands structures d'audit. Je peux m'appuyer sur les rapports de la Ligue Coco, la Ligue congolaise contre la corruption. Il y en a 3 rapports qui convergent et qui sont faits dans des temps non suspecto, comme disent les latins. Voyez-vous? Voilà, et donc, puisque c'est vous très avez important de le évoqué- rappeler. On ne peut pas venir sur un plateau de télévision, vanter des individus qui laissent Non, derrière je eux vante pas les des individus. vestiges. Non, moi, je et vante des Par rapport à la valeurs. cravate, Je voilà, vante pas voilà les- tous les problèmes. Non, non. Alors, vous avez évoqué la question du temps. Et les Ah, temps oui, bien sûr, s'invitent oui. aussi. Vous Tout avez ça, c'est subi. vous. Il faut subir. La question du temps s'invite aussi au processus électoral hein, avec l'OIF. Là, je donne la parole à Diana. Avec l'OIF qui a décliné la demande hein, de la CENI pour auditer le fichier électoral. Il a évoqué le problème de temps, bien qu'il y ait eu des réactions par rapport à la personne même qui est à la tête de cette organisation. Et aujourd'hui, l'OIF est parti. Est-ce que, avec ce problème de temps, est-ce que une autre organisation qui va venir ne trouvera pas le même problème? Faudrait-il pas à la CENI de résoudre ce problème pour qu'on ait un processus à peser? Et d'autres personnes évoquent déjà les défis d'organisation d'élections de la part de la CENI, lancés par la CENI. À suivre l'orientation de votre question, j'ai comme l'impression que l'OIF, dans son orientation communicationnelle, a quand même réussi à gagner 2 âmes. Non, on observe. Il faut dire vrai. Donc, écoutez, le problème, c'est que c'est ce qu'on appelle une fuite en avance. Quand est-ce que l'OIF a décliné la demande de la CENI? C'est après qu'il y ait remous en interne. C'est ce qu'on appelle, c'est de la stratégie, en fait, madame. Ne donnez pas l'impression aux Congolais que finalement, on est en difficulté parce que l'OIF, dans sa commission d'audit, a rejeté la demande. Non, c'est pas. Ce rejet vient en fait pour botter en touche les avis convergents au niveau interne des gens qui ont estimé qu'il y avait déjà une théorie du complot sur le processus électoral, sur l'audit du fichier. Je peux comprendre. Mais la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a un problème de temps? Entre nous, je ne pense pas que ce soit un problème de temps. J'ai Mais l'habitude de le dire. l'OIF a évoqué ce problème de S'il temps vous plaît, madame. 15 ou 20 minutes. Je ne veux pas ici que vous mettiez dans la posture hein, de défendre un avis ou encore une orientation de l'OIF qui est une stratégie après avoir été rejetée par la grande masse. Depuis dans les différents cycles électoraux, l'OIF a toujours accompagné la RDC dans ces travaux-là. Dans des processus où on a pris 9 mois pour l'enrôlement et dans des temps très serrés, très limites, l'OIF a fait ce travail-là. Je ne pense pas que ce soit un problème de temps, surtout pas maintenant que sur le plan technologique, il y a des assises sur quoi l'OIF et cette commission peuvent s'asseoir pour réduire la contrainte de temps dans l'audit du fichier. Comment par exemple? Comment par exemple? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est fait avec le système sécuritaire apporté par le nouveau système mis en place par la CENI avec Mirou, on peut facilement sur le plan digital faire cet audit-là et laguer rapidement le doublon, 2 fois plus efficacement que le processus passé. Je ne veux pas que vous entrez dans cette stratégie-là. Disons la vérité aux Congolais. Ici, il y a un problème. Parce que le processus électoral aujourd'hui revêt un caractère, j'ai envie de dire, très complexe. Aujourd'hui, dans ces fichiers-là, le caractère, il y a une dimension sécuritaire qu'il faut prendre en compte. Il y a une dimension de sûreté de l'État. Les données fournies au niveau de la CENI, c'est les données qui vont servir justement à établir un état civil de Congolais. Et qu'aujourd'hui, permettre à ce que une organisation, de surcroît, dirigée par
des citoyens d'un État protagoniste au nôtre puissent avoir accès à ces données-là est un défi que le Congo ne peut pas se permettre de relever. Mais puisque vous semblez vous reposer sur la question du temps, je reviens ici. Est-ce que vous savez ici par l'OIF. Non, je n'entre pas dans l'OIF. Pourquoi vous faites une fixation sur l'OIF? Je vous dis que l'OIF, c'est une stratégie. Puisque le Congolais semble avoir un problème avec notre organisation, autant mieux pour laver l'affront, on décide de décliner l'offre avant pour donner l'impression qu'on avait quand même une marge de manœuvre à jouer dans cette stratégie-là. Je n'entre pas dans ça et je vous le dis. La difficulté ici, c'est qu'il y a deux possibilités. L'OIF n'a jamais mené ses études là seule. Il y a toujours des organisations. Au moment où on parle sur la porte de la RDC, il y a l'Union africaine qui peut faire ce travail-là. La SADC peut envoyer une commission d'audit pour faire ce travail-là convenablement. On est membre de plusieurs, à la limite, je crois, plus de 4 organisations sous-régionales qui peuvent faire ce travail-là. Mais aussi, il faut le dire vrai, on a de l'expertise interne. Mais à ce niveau-là, quelle est la difficulté? Parce que dans l'ADN de la vie politique congolaise, le protagonisme est dans notre gène. La crainte serait que la CENI décide d'offrir cette chance à une organisation interne pour pouvoir mener cet audit et que par la suite, cette procédure-là ajoute encore une charge dans le rejet de résultats. Parce que j'ai l'habitude de le dire, la légitimation de résultats doit se veiller en amont comme en aval. Je prends un exemple. Imaginez qu'aujourd'hui, on décide de donner à l'AETA la possibilité de pouvoir mener cet audit, agir pour les élections. Et apaisées. Le lendemain, vous savez quelle est la nature de Congolais? On dira non, ce sont des Congolais, ils ont été soudoyés, corrompus. Exactement. C'est d'où la nécessité souvent de chercher un acteur neutre pour pouvoir apporter, non seulement neutre, mais qui a ce crédit-là pour pouvoir apporter une dimension beaucoup plus supra que les considérations ou encore le prisme interne. Alors vous croyez que là, la question, je la pose à Beledou? Permettez-moi de chuter quand même. À ce niveau ici, je ne veux pas que vous disiez aux Congolais que vous prenez les arguments ad hominem mis dans le rapport de l'OIF et en faire de vérité absolue. Je vous dis, et je regarde le Congolais en face, la lettre, le rejet de l'OIF est une stratégie, ce qu'on appelle fuir en avance. Préférez quitter la chose avant que la chose ne vous quitte. C'est après avoir eu vent qu'en interne, le Congolais était sensibilisé. Il y a eu un message passé ici sur la théorie de complot parce que le président de cette commission devrait être même un Rwandais. On dit ceci, la délégation de l'OIF qui était ici à rencontrer Denis Kadima n'ont pas soulevé la contrainte de temps. C'est sur invitation de la CENI. Juste, ça a toujours été sur invitation de la CENI et je rappelle que légalement, il n'y a aucune contrainte pour la CENI de n'aller vers que l'OIF ou une autre institution. C'est une question de gestion. La CENI est libre de choisir un acteur, mais la CENI a tendance à travailler là-bas pour des raisons de crédibilité que cette institution peut apporter dans la réévaluation du fichier électoral. Donc, en gros, dites la vérité aux Congolais. Il n'y a pas un problème contrainte de temps parce que, je répète ce que j'ai l'habitude de dire, les contraintes d'ordre légotechnique dans le processus électoral peuvent trouver solution n'importe quel moment tant qu'il y a de l'expertise. Et à ces niveaux ici, il faut regarder en vrai, le seule contrainte qui pèse sur le processus électoral, ce sont les contraintes d'ordre politique. Par exemple, comment trouver un compromis pour la situation de l'Est? Doit-on aller avec ou sont les zones occupées par les rebelles? C'est à ces niveaux-là que le politique intervient et prend des décisions. Le côté légotechnique, on a dit ici, j'étais sur ce plateau, cette CENI-là était incapable. Alors, cette CENI-là commettait beaucoup de fautes. Cette CENI, chemin faisant, a élagué chaque difficulté technique pour finir à l'espace de 4 mois. Non, mais permettez-moi de finir. Non, vous avez déjà fini. Non, permettez-moi de finir. Ils ont pris beaucoup de temps. Vous avez fini. Ils ont pris beaucoup de temps, Daboukan Alonso. Donc, dans les 4 mois, cette CENI-là a su faire un fichier et atteindre le 95% de l'électorat attendu. C'est pour vous dire que sur le plan technique, quand on a l'expertise, les choses peuvent s'améliorer. Et maintenant, on quitte le fichier électoral. On n'est plus dans le problème de carte où on n'est pas beau, on n'est pas belle. On revient sur la question du temps. Mais les problèmes persistent. Non, c'est quel problème? Continue à poser ce problème. C'est quoi le problème? Quel est le problème qui existe, qui persiste actuellement? Citez-moi un problème légotechnique. Insatisfaction dans les processus d'enrôlement. Il y a même des journées portes ouvertes dont l'opposition n'a pas pris part. C'est-à-dire que les problèmes persistent, ils continuent à protester. Vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est dans les dimensions politiques. Vous parlez de l'opposition. Ça, ce sont des problèmes d'ordre politique. Aux autres aussi. Alors, Beledou, vous êtes aussi de cet avis-là que c'est un faux débat, ce problème de timing. Et d'aucuns se posent la question du 15 au 20, c'est 5 jours. Hein.
est-ce que les autres organisations, parce que l'offre sera lancée, vont-elles pas aussi poser ce problème? Oui, mais justement, ces sujets-là, il faudrait en parler maintenant, parce que c'est très important. Il y a deux aspects qui se soulèvent. Le premier aspect, c'est d'ordre de souveraineté nationale. Vous savez, madame, nous sommes en conflit ouvert avec le Rwanda. Et vous avez suivi plusieurs sorties médiatiques du président rwandais, Paul Kagame, lorsqu'il parle avec dédain du processus électoral en RDC. Vous avez vu comment il s'immixe même dans les affaires des élections en RDC, jusqu'à dire que le président Tshisekedi ne serait pas élu, etc. Il s'immixe dans les affaires électorales de la RDC. Et vous savez très bien que Louise Mushikiwabo, c'est une Rwandaise, et qu'à ce titre, l'OIF, à ce stade, constitue l'appendice politique du Rwanda. Et c'est une arme que le Rwanda peut utiliser contre la RDC. Et d'ailleurs, nous y sommes. Lorsque l'OIF vous dit, par exemple, il a d'ailleurs très bien résumé, Diana, lorsqu'on vous parle du travail de la CENI, et que le travail d'enrôlement et d'identification des électeurs s'est fait en 4 mois seulement, la CENI a pu enregistrer 98 ou 95%. Elle atteint 95%. Voyez-vous, c'est un exploit. Alors que Nanga, si on essaye de faire la comparaison, lui qui va ruminer dans tout le média, il parlait de la CENI actuelle, il a eu 16 mois avec un budget grandiloquent. 16 mois pour organiser ces opérations-là. Voyez-vous? Mais la CENI actuelle a fait un exploit avec 4 mois seulement. Parce que les experts qui y sont exactement qualifiés pour ce travail-là. Et donc, c'est un travail très bien fait. Mais lorsque vous voyez le rapport de l'OIF qui se désiste, qui dit qu'il y a un problème, une contrainte de temps, etc., mais on sent justement que l'appareil du Rwanda est en train d'agir. Pardon, mais avec Nanga, est-ce que ça avait fait combien de temps cette opération? 16 mois. 16 mois. 16 mois. Pour l'audit. 16 mois. Vous parlez d'audit? Non, je parle de l'audit. Je vous parle des opérations normalement. Non, moi je pose la question par rapport à l'audit. Cela a toujours été des traditions. D'ailleurs, il a dit, si vous étiez attentive, l'OIF a audité, je crois, les 3 cycles électoraux dans ce pays. Pendant combien de temps? Dans ce pays. Donc, l'audit, effectivement, ils en ont eu beaucoup de temps. Les élections de 2018, puisque parlons-en, ce sont les toutes dernières. Il y a eu un glissement de 2 ans, madame. Faut-il le rappeler? Et en 2 ans, on a tout le temps de faire ce travail-là. Mais je parle plutôt de l'exploit ici, de la CENI. Et de l'enjeu politique et sur le plan national et sur le plan international. Et donc, le Rwanda joue sa carte. Kagame sait qu'il peut déstabiliser la RDC à travers ce désistement. Et on l'a rappelé ici, puisqu'il faut parler patriotisme. On l'a rappelé ici, je crois que c'est Diana qui l'a rappelé. Il n'y a aucune contrainte légale que la RDC, que le gouvernement de la RDC fasse appel à l'OIF. Aucune contrainte légale. Vous êtes journaliste, brandissez-nous ici ou bien ceux qui nous regardent. Il n'y en a aucune. C'est des traditions. Si ce n'est pas l'OIF, on peut faire appel à un audit interne. Et l'audit interne, il y a des structures habilitées pour ça. Encore qu'il faudrait en parler justement au moment venu. Parce que, encore l'audit interne, il a soulevé, il y en a qui sont partis, juges de parti. Voyez-vous, on sait qu'il y a des structures aujourd'hui qui font de la politique active pour tel ou tel bord politique. Voyez-vous? Et donc, ce sont des structures qui ne peuvent pas venir auditer parce qu'ils vont justement prêcher pour leur propre chapelle. On l'a un peu vu lorsqu'il fallait choisir les animateurs de la CENI. On a vu un certain Ebotoko qui fut candidat de la Mouka, je crois, aux élections de 2018 et qui revient pour être candidat président de la CENI, soutenu par une confession religieuse. Et donc, il allait être juge parti et voici pourquoi il a été élagué. Et donc, nous risquons de retomber dans le même travers à travers l'audit interne. Il faudrait encore être prudent par rapport à ça. Parce qu'il y en a déjà qui se précipitent autour de la CENI pour dire nous voulons auditer, etc. etc. Ça, c'est une première donne. La deuxième Avant donne, la deuxième donne, je me pose d'abord la question, parce que la première donne, c'est l'aspect politique. Hein. La souveraineté. La souveraineté, voilà. Alors, on a suivi la réaction de l'abbé Chollet, qui était au niveau de la CENI. Il s'interroge qu'est-ce que la politique, comment est-ce que la politique s'invite dans cette question qui est purement technique. Parce que, dit-il, l'OIF n'est pas seulement composé de Rwandais, parce qu'on craint le Rwanda parce qu'il nous agresse. Il dit que ça n'a pas il ne trouve aucun... Il s'interroge comment est-ce que la question politique vient s'inviter là. C'est sa première interrogation. Par rapport à votre aspect politique. Vous pouvez répondre à ces... Mais comment peut-il... Vous voyez, moi j'ai toujours parlé de la très mauvaise foi de l'abbé Chollet. Moi, je le dis publiquement. Avant de répondre à votre question, je m'aimerais ici rappeler à ceux qui nous suivent que Chollet s'est contredit lui-même lorsqu'on parlait des élections de 2018 avec les smartphones
qui serait donné par, je crois, un bord politique. On a parlé de Katumbi. Et puis, il nous a parlé de l'Afghanistan, et puis il nous a parlé je ne sais pas, Sicile, etc., où venaient des smartphones, alors qu'en réalité, lui-même, il a vendu la mèche. On sait que ça venait d'un bord politique. Et aujourd'hui, lorsqu'on s'interroge sur l'aspect politique de la question, et que lorsque ça vient des choses qui est éminemment politique, je crois que il est très éminemment politique, il faut le dire, parce qu'il est très actif. Non, l'Église catholique a toujours été politique et très politique. L'Église catholique fait la guerre à travers le Vatican et depuis la nuit des temps. Ce que l'Église catholique fait aujourd'hui, c'est purement de la politique. Et lorsqu'il s'interroge sur l'aspect politique, je crois que cela relève de la mauvaise foi. Cela relève de la très mauvaise foi, dans la mesure où on le sait très bien que Mushikiwabo, c'est une Rwandaise, et que Kagame, c'est un Rwandais, et qu'il s'est plusieurs fois livré en spectacle pour parler du processus électoral de la RDC de manière biaisée, histoire pour lui de déstabiliser la RDC. Et on le sait que l'OIF se retire, pas seulement pour des raisons techniques, mais pour des raisons politiques. Parce qu'on vous a prouvé ici noir sur blanc que la CENI a réussi à faire un exploit en terminant justement ce processus d'opération d'enrôlement, etc., dans le délai. Voyez-vous? Et donc, c'est un argument qui ne tient pas debout. Mais ce qu'il faudrait dire ici, par contre, je crois que je vais chuter par là, ce qu'il faudrait dire ici, il est vrai que ceux qui ont des regards très critiques et qui ne cachent pas leur amour pour des bords politiques, pour certains acteurs politiques, d'ailleurs, il y en a qui ont fait des déplacements ici pour participer à une marche, et on sait que l'Église ne se cache plus pour se positionner. On le sait très bien, c'est un secret de polichinelle. Mais lorsque ceux qui s'affichent déjà comme opposants à Tshisekedi, il faut le dire ainsi, mais on le voit venir avec des structures pour des audits internes, alors qu'il plaide, il milite matin, midi et soir pour un glissement, il milite matin, midi et soir pour qu'il n'y ait pas élection et qu'il y ait une transition éventuellement qui va déstabiliser le pays, mais qu'ils amènent quand même des missions d'observation ou d'audit. Je crois que c'est là où je parlais des juges partis. Il faudrait être très prudent. On ne va pas rejeter tout le monde, mais il faudrait aussi qu'on soit méticuleux au niveau de la sélection, parce que le mauvais choix d'audit risque d'embraser les processus et de mettre le pays à feu à sang. Alors, c'est pas qu'une organisation crédible ne va-t-elle pas encore évoquer cette question de temps? Non, l'organisation, on a eu en 2018. Il n'y en aura pas. Je parle de l'audit externe, par exemple. Et lui, il a évoqué la SADC, etc. On a vu Saka Sangare. On peut même aller jusqu'à l'Union. Siaka Sangare. Il y aura ce problème-là en 5 jours auditer le fichier électoral. En 2018. Vous croyez trop au rapport de l'OIF, c'est ça votre problème? Non, c'est-à-dire, on vous a parlé des structures qui peuvent venir auditer les fichiers électoraux externes et des structures externes comme internes. Il y en a, les cas sont légion au niveau interne. On ne le citera pas. Lui, il a cité quelques-unes. Moi, je ne le citerai pas. Et donc, je dis simplement que rien n'est perdu jusque-là, parce qu'il ne faudrait pas que les Congolais mettent en tête, puisque l'OIF n'est pas là et qu'il n'y aura pas élection, le processus électoral est biaisé, etc. Non, ça c'est prêter les flancs à Kagame, qui dit déjà que les élections de 2018 ont été un fiasco, et il en sera pareil. Et ces discours-là, on les retrouve dans certains politiques congolais. Non, alors que la CENI, un organe technique qui continue à travailler, qui vous donne un bon son de cloche pour vous dire: nous pouvons avoir les audits ou l'audit externe d'autres structures, notamment l'Union africaine qui existe, la SADC, etc., et qui peuvent venir faire le travail dans le délai et sans aucun problème. Et au niveau interne, je crois, il y en a. Cholet est allé avec la structure, et il y en a plusieurs structures qui y vont, et c'est à la CENI de voir comment est-ce qu'ils vont procéder pour justement que les fichiers... Ce n'est même pas un problème. Je ne sais pas pourquoi on veut en faire un problème. À chaque pas électoral, on nous brandit comme si c'était un mystère et qu'il y aurait un problème. On nous a dit ici que le processus d'enrôlement et d'identification des électeurs ne tiendra pas, simplement parce que il n'y a pas de budget et il n'y a pas de moyens, etc. Mais nous en sommes à la fin presque, à part hormis la guerre dans l'est du pays. Avec des contestations. Non, des contestations. Parlez-moi d'une élection au monde qui n'a jamais été contestée. Vous ne savez pas que Trump, il vous parlait des problèmes de fichiers, d'audits, etc. aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en plein 21e siècle. Ce n'est pas des trop ici. Non, ce n'est pas des trop. Partout au monde, les élections parfaites, à moins que ce soit au paradis. Et je suis sûr que même au paradis, il y aura un ange qui va contester les élections. Alors, Eric s'impatiente. J'aimerais vous poser une question. Le plus important, c'est de faire un pas et avancer. Et la CENI vous dit,
par rapport à cela ne constitue aucune contrainte et que les choses peuvent évoluer positivement. Alors, Beledou, par rapport à ce que vous avez dit, que... non, je lui pose d'abord la question. Vous aurez la parole. Tranquillisez-vous. Parce que moi, je me mets à la place aux gens qui contredisent. Allez-y, ça peut tourner. Allez-y. Alors, Beledou, vous me faire perdre le fil du thé. C'est justement ça mon objectif. Que vous tourniez. Oui, nous allons tourner. Sinon, il y a quelque chose qui existe par rapport à l'OIF. Vous dites que l'OIF s'est senti un peu frustré par rapport aux contestations, c'est ça? Non, aux gens qui rejetaient, vu la question de la guerre. Alors, ma question, c'est la guerre ne date pas d'aujourd'hui, les propos de Kagame, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais l'OIF a été invité par la CENI. S'il faudrait refuser, ça aurait été en amont, tout au début, juste quand on a lancé l'invitation. Et pourquoi aujourd'hui? Il faut trouver les prétextes. Et s'ils vous avaient refusé, ils n'allaient pas trouver le prétexte. Le prétexte, il est là. Le prétexte, c'est que nous sommes venus et que nous vous disons avec le délai de la CENI, nous ne pouvons pas auditer ces fichiers parce que les élections seront biaisées. C'est ça le prétexte qu'ils ont. En invitant, on n'a pas donné le timing. Non, c'est ça le prétexte qu'ils ont. S'ils avaient décliné l'invitation, ils n'auraient pas ce prétexte-là. C'est là où je dis, cela a pour objectif d'embraser davantage le pays. Mais lorsque vous posez la question sur les contextes avec le Rwanda, les contextes sont différents, même au niveau de la sous-région. Vous avez suivi au Burundi, au moment où nous faisons cette émission, au Burundi, il y a les ministres de la coopération régionale, Antipas qui est au Burundi. Et il a tensé, la RDC a tensé, a dit clairement à Kagame, avec le rapport à l'appui, que le massacre des 145 Congolais à Kishiché, c'est l'armée rwandaise et le M23 qui l'ont perpétré. Et la donne a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde entier parle de cette agression du Rwanda contre la RDC. Et clairement, vous avez vu, Kagame, il ne se passe pas une semaine sans qu'il ne fasse une sortie médiatique ratée, soit-elle, pour parler de la RDC. Voyez-vous? Et donc, la donne a changé aujourd'hui. On ne parle plus d'une agression interne entre le Congolais, mais on parle d'une agression rwandaise contre la RDC à travers le M23. Et donc, madame, ce sont des donnes très ouvertes. Kagame, il était même capable d'aller jusqu'en Angleterre pour négocier un avion qui va ramener des gens qu'on ne connaît pas du Rwanda pour venir les déverser ici. Voyez-vous? Et lui, était le lobby des ONG internationales, etc. Mais on serait envoyé ici. Et il cherche par tous les moyens comment contrecarrer cette donne qui se renverse d'ailleurs contre lui à travers plusieurs rapports. Et donc, c'est tout à fait plausible qu'il utilise le Rwanda et l'OIF pour déstabiliser davantage la RDC. Et vous savez que la question des élections divise déjà la RDC. Il y a des opposants qui sont arrivés ici pour une marche, je crois. Nous allons en parler. Après, Eric, ça sera ce sujet. Ils le savent et ils le savent. Ce sont des politiques. Ils savent que les Congolais sont divisés sur les questions électorales. Et ça, c'est une occasion pour nous d'utiliser. Comment expliquer, je chute par là? Comment expliquer que l'OIF, nous sommes un grand pays, nous sommes un pays, le premier pays francophone africain, mais nous, au monde, excusez-moi, au monde. Mais le Rwanda, qui est un pays qui a migré dans le Commonwealth, l'anglo-saxon, qui parle anglais désormais, mais qui continue depuis des décennies à occuper ces fonctions-là, au détriment de la RDC. Il y a à se questionner autour de ça. Voilà, merci Beledou. Alors Eric, est-ce que cet audit, on ne peut pas s'en passer pour, bien que c'est inscrit dans le calendrier de la CENI, on ne peut pas faire passer cet audit. Voilà. Je suis très content parce que j'ai décelé en mon ami Beledou, d'où Jésus, qu'il a évolué. Il a compris que ma phrase qui dit que chez nous, généralement, la diabolisation marche bien, il a évolué. Pourquoi? Parce que le même Denis Kadima, pour qui nous jetons de fleurs, avait été taxé ici de quelqu'un qui ne connaissait que faire l'observation. Là, les gens ont évolué parce qu'ils ont décelé en lui une valeur. Laquelle de valeur? Le travail. En un temps record, je rappelle ici, ils ont été mis en place 28 mois après, en 4 mois. Mais oui, justement, en 4 mois, ils ont pris la feuille de route, et puis après, le calendrier électoral en novembre, et puis après, en décembre, on a commencé la vaste opération d'identification d'enrôlement. S'il faut la citer en mode couplé, parce que d'un côté, on avait besoin de l'enrôlement pour la CENI, de l'autre, on avait besoin de l'identification pour la population, in fine, pour avoir de carte pour citoyens. Et puis après, ça s'est poursuivi jusqu'à avoir, en 4 mois, à constituer les 95% de notre fichier électoral, qui est d'ailleurs en mode de nettoyage. Et même avec le pays choisi comme ça, dans la diaspora, les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique et puis l'Afrique du Sud. Ici, il faut relever le fait que nous n'avons pas une contrainte légale
par rapport à nos lois. Parce que les lois internationales ont une suprématie sur le nôtre au niveau interne. Mais dans nos lois ici, et même les lois auxquelles nous souscrivons à l'étranger, non, on n'a pas dit qu'il faut absolument faire auditer le fichier électoral par une structure externe. Mais c'est pour des besoins de confiance mutuelle. Parce que chez nous, il est quand même assez difficile de faire le consensus, un large consensus avec les différents acteurs. La diabolisation marche bien. Et ce sont des bonnes pratiques auxquelles la CENI a souscrit pour mettre les gens à l'aise. Mais, là par exemple, si l'OIF voudrait venir, les amis l'ont dit, et puis moi j'adhère à ce qu'ils disent, autrefois, lorsque le général Siaka Sangar et le Malien étaient ici, rien que par sa personne, il vient de l'Afrique de l'Ouest, c'était une sorte de crédibilité ou crédibilisation de ce que lui faisait. Mais actuellement, le contexte est différent. Le Rwanda voudrait peut-être avoir la main sur ce que nous faisons. Avec l'informatique aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'on va vous mettre dans votre ordinateur. On peut même incorporer quelque chose qui pourra mettre en mal tout ce que vous avez pu faire. Et gâcher tout un travail comme ça, ça sera terrible. Mais aussi, chez nous, aujourd'hui, nous sommes à 50 jours pour que la CENI fasse l'appel au dépôt de candidature au niveau de BRTC. C'est-à-dire que nous avançons. Petit à petit, nous avançons. Ça sera maintenant aux acteurs de pouvoir être dans une posture telle que chacun devra mettre la main à la pâte. C'est au mois de juin. Hein? Oui, ça sera au mois de juin. Ouais. Nous sommes aujourd'hui, ça nous sépare juste 5, hier c'était 51 jours, c'est 50 jours. Okay. On avance. Ça sera maintenant là le moment de dire au niveau politique, et ça se passera probablement aussi au niveau du Parlement, il faudra lever les options. On a remarqué que de manière absolue, il y a deux territoires qui ont véritablement posé problème. C'est les Rutshuru et les Masisi. Or, 2006, 2011, 2018, ça se répète. Rutshuru a eu 9 sièges, pendant que Masisi en a eu 7. Et puisque ça s'est répété 2006, 2011, 2018, mathématiquement, s'il faut faire le schéma, on pourrait suggérer que l'on puisse, au niveau du Parlement, par exemple, qu'on lève l'option, que l'on maintienne ce nombre de sièges pour la députation nationale, par exemple, par rapport au fait que la population de ces différents coins-là n'a pas pu se faire enrôler, étant donné que c'était des conflits armés, tout ça, la quiétude n'y était pas. Et là, donc la CENI n'a pas déployé véritablement son matériel pour enrôler les gens. Donc je crois qu'à ce niveau-ci, bon, on va avancer. On va avancer. Mais, un peu comme les amis l'ont dit, on a plusieurs structures. Et nous ne sommes pas un rien. La République démocratique du Congo n'est pas rien par rapport à la SADC, par exemple. Et au niveau de la SADC, nous sommes à 15. Donc, on peut toujours trouver des voies et moyens, trouver des structures de substitution, à défaut d'avoir l'OIF qui nous pose problème par devers les animateurs ou animatrices. Aujourd'hui, Louise Mouchikua est pro-Kagame, mais ça c'est connu. Elle va venir nous faire, elle va nous pendre un monstre ici pour nous embêter. Voilà. Alors, la question, la dernière, hein, pour passer à un autre sujet, est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que la CENI veut organiser les élections par défi? Madame. Démontrer que voilà, j'avais dit qu'il n'y aura pas, comme hier, Didi Manara dit qu'il n'y aura pas de glissement, on va organiser l'élection. Pourquoi la question est-elle posée? Non, c'est pas parce qu'on regarde au niveau de l'enrôlement, comme je le disais tantôt, au niveau de l'enrôlement, il y a l'opposition qui réclame, l'opposition continue avec ses réclamations. Elle a toujours réclamé. Aujourd'hui encore, on vient avec ce problème de temps. La CENI ne veut toujours pas, je veux dire, trouver un consensus ou bien écouter les uns et les autres pour mener à bien ce processus. Non, madame, quand vous évoquez le temps, vous l'évoquez à quel niveau? Parce qu'à chacun de faire son boulot. Par exemple, là, nous en sommes au nettoyage du fichier électoral qui est en construction, mais on attend tous la production de la loi portant répartition du nombre de sièges par circonscription électorale. Et ça, c'est le boulot du Parlement. Chacun a son temps. Et nous tous, nous allons conjuguer nos offres pour que nous puissions honorer tous la date du 20 décembre, la date prévue pour les scrutins. Je ne vois pas lequel de temps vous parlez. Ici, je voudrais épingler un exemple. Lorsque nous étions en train de préparer les élections de 2018, l'opposition à laquelle appartenait l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait demandé à corps et à cri que l'on puisse changer le rapporteur d'alors, M. Jean-Pierre Kalamba Ngaloua Mukendi, parce qu'il n'inspirait plus confiance de là où il venait, dans l'opposition. Mais on n'a pas réussi à le faire partie du bureau de la CENI. Mais ce n'est pas pour autant que c'est la majorité qui a fait gagner les élections. Non, c'était plutôt l'opposition. C'est fait ce qui a été proclamé. Mais après, il y a eu vérité des urnes. Hein, chez nous, même si vous mettez Jésus-Christ, il y aura, même
Parlons de là où tout était clean comme ta table blanche, au paradis. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui est advenu là-bas pour que Satan se rebelle? Là-bas qui était... Oui, mais oui, il y a toujours une antithèse, maman. Qui que vous mettiez au niveau de la CENI, il y aura toujours des gens qui vous diront, ici, j'ai dit que mon ami a évolué, non? Sur votre plateau ici, combien de gens avez-vous reçus qui ont dit que Nicolas ne savait que faire l'observation? Je ne sais pas s'il existe des écoles où on apprend aux gens comment faire l'observation, mais les gens ont développé un tel argumentaire qui était biaisé, faux. Il faut juger le patient sur le pied du mur. Alors, on a vu qu'il a fait bien son travail. avec... En 4 mois, il a produit un fichier électoral pour lequel on voudra chercher des petites... Alors, on va faire le tour des tables pour le dernier sujet. Là, je reviens à Diana, le 13 mai 2023, la marche de l'opposition. Moïse Katumbi ici. On regarde un peu avec la manifestation de l'Union sacrée. Et aujourd'hui, c'est l'opposition qui sera dans la rue pour réclamer changement, et protester contre le processus électoral, critique d'ailleurs, quelle critique l'opposition, et puis le social. Il y a vraiment des questions qui touchent à la population, à la vie de la population. Vous voyez vraiment à la vie d'un chacun. À la vie d'un chacun, voilà. J'ai combien de minutes? 2 minutes. Oui. Je veux le gérer. Permettez-moi de revenir un tout petit peu sur la question de l'UF. Je crois que les amis en ont évoqué, mais je vais répondre à 2 principales questions que vous avez posées. S'il fallait réquiser l'OIF, pourquoi ne l'avoir pas fait avant? Parce que c'est la CENI qui a fait cette demande, parce que c'est presque devenu une routine. Ce n'est pas une contrainte légale, mais une routine. C'est ce que je dis ici, un fait de gestion. Pour les élections 2018, cet audit nous a révélé 6 millions d'électeurs qui avaient des problèmes, soit un problème d'empreinte, soit un problème d'identification à la base et autres. On a trouvé comment le résoudre. Ça veut dire que c'est un fait de gestion. Quand je finis d'établir, je vous donne un exemple simple en journalisme. J'écris mon papier, je redonne pour réélecture. C'est pas parce que il y a deux choses. C'est pas parce que je ne sais pas écrire, non, mais parce qu'il y a des choses dans les faits de l'écriture qui peuvent m'échapper et que vous pouvez voir. C'est ça l'audit du fichier. Et en cet stade ici, ça apporte aussi la crédibilité parce que ça permet une contre-expertise, question de corriger quelques faits qui se sont déroulés dans la gestion. Et c'est là où on dit qu'aujourd'hui, le problème de temps, je me pose toujours la question. Si pour des élections qui vont jusqu'en décembre, ça veut dire qu'il faut, je comprends qu'il faut finir l'audit du fichier électoral pour établir un fichier définitif et cette fois-là passer à la loi sur la programmation et la répartition de sièges. Je comprends. Mais en 1 mois, 2 mois, ça peut se faire. Quand l'OIF parle du temps, je vous explique encore une fois de plus. L'OIF est dans une stratégie politique. La deuxième question que vous avez posée, c'est, en fait, d'ailleurs dans la première question, pourquoi ne l'avoir pas fait en amont, c'est que la CENI n'a pas tenu compte. La CENI est l'organe technique. Pour des raisons techniques, la CENI a fait son travail. Mais après, les considérations d'ordre politique, j'ai dit même des sûretés de l'État, ont fait voir aux gens que non, finalement, il y a eu une stratégie derrière. Et la CENI ne peut pas rester... pas vu ça. Non, la CENI n'est pas politique. Il y avait Mouchikouab au-dessus, à la tête de cette organisation. Non, mais vous parlez de Mouchikouab ou vous parlez de la théorie du complot? Non. Comprenez une chose, la fixation n'est pas sur Mouchikouab. La fixation, c'est sur ce qui peut se passer en laissant le fichier entre les mains des gens qui sont pro-Kagame. Oui. Le problème n'est pas la tête de Mouchikouab. Le problème aussi, c'est que Mouchikouab, en tant que président, je vous explique, la difficulté, ce qui a soulevé les gens, ce n'est pas Mouchikouab. C'est que dans la commission, il y a un Rwandais qui est à la tête. C'est-à-dire que c'est un technicien qui va manipuler le fichier électoral, mais qui, du reste, est rwandais. Et quand on connaît le caractère, la sûreté de l'État, parce que ces éléments-là font également office d'identification de la population après, je vous rappelle que dans cet enregistrement, il y a des données personnelles. C'est un peu comme en Ukraine. Il y a les élections en Ukraine, vous prenez... La Russie, un Russe pour venir. Vous prenez un Russe pour auditer les fichiers électoraux ukrainiens. On ne peut même pas l'inviter. Ici, on a déjà invité. C'est pas ça le problème. Ça veut dire que les gens se sont soulevés. Après, il y a des gens qui sont internes, qui ont fait fuiter des informations. Finalement, il y a une théorie de complot derrière. Il y a un complot de gens qui... Merci, répondez à la question. Laissez-moi, je vais répondre. C'est la question de l'opposition en 30 secondes, croyez-moi. J'ai une réponse très directe, ne vous en faites pas. Donc, en gros, ici, il faut dire vrai aux gens. Ce n'est pas un problème. Il ne faudra pas que ça soit un élément pour que les gens remettent en question l'ensemble du processus électoral. Je vous ai dit, si on veut, à la limite, on peut même aller à l'Union européenne, qui a encore une expertise et qui est déjà à la porte de la RDC pour pouvoir le faire. Donc, en gros, le problème n'est pas là.
Je voulais répondre à la deuxième question, mais je préfère y aller directement. Quand vous posez la question sur la marche de l'opposition, je vais vous redire ce que je dis sur l'organisation de l'Union sacrée. On a la veille des élections. La cartographie politique congolaise change au gré des circonstances. Aujourd'hui, les cartes se sont redistribuées. Chaque mouvement politique on est dans ce qu'on appelle la bataille de l'opinion publique. L'Union sacrée a voulu montrer, c'est-à-dire derrière le chef, nous on soutient votre candidature, on est déjà là, on est capable de mobiliser. C'est ça le message en fait. La preuve, c'est que malheureusement dans les éléments de communication qui devraient accompagner cette organisation, ils ne l'ont pas fait parce qu'au bout de 2-3 mois, les gens vont oublier cette organisation du stade parce qu'il n'y a pas un élément marqueur qui restera dans l'esprit de gens. Par exemple, un discours fort. Et ça, c'est dû justement à cette crise de leadership qui existe entre eux. Ils ont préféré faire le stade plein pour ne pas avoir un discours cohérent qui reste dans l'histoire. L'essentiel, c'est que le chef de l'État, vu qu'on est capable de mobiliser. L'opposition veut faire pareil. C'est du coup sur coup. Vous avez mobilisé, on va vous prouver que nous aussi, on est capable de mobiliser, cette fois-là, en invitant les gens. Non pas pour une sortie officielle, mais cette fois-là pour se servir justement de vrais besoins d'ordre social, et finalement, c'est projeté. C'est ce qu'on appelle ici, c'est une bataille d'opinion publique, c'est logique à la veille des élections. Il ne faudra pas en faire un chou gras parce que c'est dans les dynamiques politiques. C'est-à-dire que la seule stratégie qui court derrière, c'est le marketing politique. Merci Bélédou. Par rapport à cette question. Qui, dans l'opinion, passe le mieux que l'autre. Merci Bélédou. Oui, moi, pour la marche. Pour la marche. Oui, mais avant de parler de la marche, j'ai en 30 secondes. Moi, vous savez, la question des élections, moi, ça m'énerve quand je vois les sorties médiatiques des Nanga. Sincèrement, madame, parce qu'on ne peut pas se moquer des Congolais. À l'issue du processus électoral de 2018, vous savez que Nanga a été sanctionné. Il a des sanctions internationales. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu opacité dans le marché d'achat des machines à voter. Machines à voter, oui. C'est la mafia. Et lui et Basenguez, ils ont été sanctionnés sur le plan international. Mais on a vu Basenguez se mettre en sourdine. Mot d'avion. Il ne parle pas. Mais vous voyez comment Nanga est en train de s'agiter dans le média. Mais c'est bien bon lorsqu'il parle de cartes, par exemple. Mais on lui a clairement expliqué que les cartes dont il s'agit ici, le travail s'est fait en mutualisation avec l'ONIP. Voyez-vous, c'est-à-dire les cartes là servent essentiellement pour aller voter et qu'il y aura une carte d'identité qu'on n'a pas pu obtenir pendant les 18 ans de Kabila. On l'avait sous Mobutu. Et qu'il y en aura finalement avec l'ONIP. Maintenant, on n'a pas pu produire cela. Le premier élément. Il a eu un budget de près d'1,2 milliard de dollars. Plus de temps que la CENI actuelle. Mais il a fini avec des sanctions internationales. Mais il continue à se victimiser, à tirer un boulet rouge de gauche à droite. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il doit se ressaisir. Voyez-vous, il doit se ressaisir et contempler le travail bien fait qui est en train de se faire par l'actuelle équipe de la CENI. Sinon, il risque lui-même de s'attirer la foule parce qu'il pense se victimiser. Mais alors qu'en se victimisant, il oublie que tout ne peut pas être résolu sur le plan politique. C'est ça le mal du Congo. Bukangalo, de l'argent disparaît, on se victimise politiquement. Oh non, on ne veut pas que je sois candidat président de la République. Mais terminez avec la justice. Nous exigeons, moi je reste sur ma soif de la justice, et que Nanga arrête de se justifier, qu'il se mette en tête qu'il a été sanctionné internationalement parce qu'il y a eu opacité dans cette histoire des machines à voter. Ça doit être pris pour dit. S'agissant de la marche de l'opposition, mais on marche pourquoi? J'ai vu Katumbi débarquer en pompe ici à Kinshasa avec ses aficionados qui font pompe de son arrivée ici. Mais on se moque de qui? Katumbi a géré avec Tshisekedi. Mais comment est-ce que excusez-moi, l'exemple risque d'être très mal pris, je ne parlerai même pas de cet exemple, mais simplement je me dire, comment est-ce qu'on peut contribuer à une gestion pendant autant d'années et qu'arriver fin mandat de Tshisekedi, on quitte pour dire, regardez comment les Congolais souffrent. Mais vous avez géré les grands ministères de ce pays. Vous êtes redevable. Non, c'est ça le problème avec les... Madame, c'est ça le problème avec les Congolais. L'irresponsabilité. On prend les Congolais pour des imbéciles. Les dirigeants prennent les Congolais pour des imbéciles. Vous dirigez pendant autant d'années le ministère des Transports avec Okende. Merci Congo Airways. Aujourd'hui, Congo Airways n'a que 2 appareils. Et un appareil, l'autre fois, on nous dit que l'appareil ne pouvait pas décoller parce qu'il y avait un problème de pneus. Sous Okende. Un avion qui ne sait pas décoller parce que les pneus sont troués. Voyez-vous? Mais il a été ministre du Transport dans ce pays. Mais c'est important. Ça marche pas. Non, s'il vous plaît, madame, faites le choix. Vous voyez, il y a la Mouka aujourd'hui de Martin Fayoulou qui a refusé la main tendue de Tshisekedi. On ne peut pas gérer, être à la fois opposant. C'est impossible, c'est une absurdité.
Et Katumbi, il s'est fait une santé financière avec ça. Vu que les élections se pointent à l'horizon, à quelques mois des élections, il va faire l'opposition et il va marcher pour réclamer le bien-être des Congolais. On se moque de qui? Je crois que ça ne tient pas debout. Mais je terminerai, madame, parce que c'est un sujet très important, il faut le rappeler, parce que les choses sont en train d'échanger aujourd'hui. Il y a 148 milliards de francs congolais qui se volatilisent dans la nature. C'est le rapport de l'IGF sur l'audit du fichier des payes des enseignants. Et pas seulement des enseignants, de la police, de l'administration publique, des fonctionnaires, etc. Madame, c'est inadmissible. Comment imaginez-vous 145 000 arrêtés, fabriqués uniquement pour avoir de l'argent. Et ça en complicité avec certains agents, et du ministère des Budgets et du ministère des Finances. Madame, il faut que la justice agisse. J'ai vu la cour d'appel, le parquet général après la cour d'appel de Gombe, qui vient de sortir une liste des 30 personnes qui doivent être qui sont sur la liste dans la direction des payes et des agents fonctionnaires de l'État. Mais il faut que cette action aille jusqu'au bout parce que c'est très important, madame. On dit ici qu'il y a un problème, les nouvelles unités ne sont pas prises en charge, les enseignants n'en parlont pas, etc. Mais 148 milliards de francs congolais se volatilisent. Et ça, la bancarisation dont mon ami vante ici, cette bancarisation-là a été faite sous ma tête, justement, mais tout en sachant des travers qu'il y en a. Des travers. On a mis des gens qui sont morts, des gens qui ont quatre matricules, etc. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à en payer les frais. Il faut que lumière soit faite sur cette histoire-là. Toujours sous ma tête, la bancarisation. Madame, je ne blanchis pas ma tête encore une fois. Ah non, on parle pas de ma tête. Le 13, la on parle de la République n'a pas commencé avec nous. Je suis en train de parler à nos frères et sœurs congolais. Pour moi, en démocratie, toutes les idées doivent s'exprimer. Il y a eu la sortie officielle de l'Union sacrée le 29 avril passé. On a vu ce qui s'est passé au niveau du stade. Eux-mêmes, ils ont tué leur événement alors qu'ils avaient réussi à faire ça le comble. Ils n'ont pas réussi à donner un message intéressant à la population. On devrait aussi laisser à l'opposition de faire sa marche. Mais en chacun des acteurs congolais, moi je note une chose. Il y a un bon côté et puis le mauvais côté. Si je prends par exemple M. Nanga, qui a été autrefois président de la CENI, la bonne chose avec Nanga, il nous a conduits aux élections qui nous ont permis de vivre pour la toute première fois l'alternance pacifique au sommet de l'État. Mais malheureusement, un peu comme Voisin l'a dit, nous devons apprendre à nos enfants à parler aux adultes de ces terres. À ce niveau-ci, il n'avait pas des gens qui lui contraient pendant qu'il était encore dans son exercice au niveau de la CENI. Mais lui, chaque jour, il tape sur la CENI qui, heureusement pour l'équipe de Nikadima, fait du bon boulot et les résultats sont là, sur le terrain. Alors, par rapport justement à cette... Nous sommes arrivés à la fin, Eric. Par rapport à la marche, en une phrase, pardon. C'est impossible. Mais, non, allez-y. Qu'ils organisent leur marche et on verra. Mais à notre population de pouvoir faire le bon choix mauvais. Parce qu'en chacun d'entre eux, il y a les bons côtés et les mauvais. Les mauvais doivent être sanctionnés, les bons doivent être retenus. Ok, merci. L'émission est finie. Chacun a déjà donné de la voix par rapport à cette question du 13 mai. Alors, l'émission est finie. Merci Doujézou Bélédou. Merci Marc Diana. Merci Eric Izami. Merci à l'équipe technique. Merci à Karine Bébé, Moro Ndjambe. Merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Merci fidèles téléspectateurs auditeurs. On a encore besoin de lui à kiosque. Il est là. Nous arrivons, nous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. C'est pas encore le...